à tous et bienvenue dans la quotidienne. Aujourd'hui, les résidences culturelles sont un bon moyen d'apprendre, de préserver notre patrimoine, mais surtout de les transmettre à nos enfants. Et donc des élèves de l'école publique de Ponerewa ont participé à ces résidences. Aurélie Chiron donc a assisté à l'une de ces résidences pour nous et ça se passe dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Ensuite, nous parlerons concours de cuisine à l'école. Quelques élèves des écoles calédoniennes ont participé à ce concours. Le but étant de manger équilibré avec les produits utilisés couramment à la maison. On en parle dans notre rubrique Job et éducation. Et enfin, nous avons assisté à un atelier de danse adaptée aux personnes donc handicapées. À suivre dans notre rubrique On s'occupe de vous pour l'heure. Retrouvons notre invité du jour. Charles Panan, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes le directeur de l'Institut d'émission d'Outre-mer. Donc on est là aujourd'hui pour parler un peu, intervenir justement auprès de la population pour leur dire qu'il leur faut attendre jusqu'au plutôt justement au mois à la fin du mois là, les billets ne seront plus acceptés au niveau du commerce, c'est ça hein? Tout à fait, et merci de votre invitation. Vous vous souvenez, on a lancé la nouvelle gamme de billets le 20 janvier dernier. Là, on arrive le 30 septembre à la fin de la période d'utilisation des anciens billets. Ce qu'il faut retenir, c'est que les billets qu'on a connus, les anciens, ils étaient magnifiques, mais ils sont en fin de vie et ils ne pourront plus être utilisés dans les opérations plus utilisés pour les achats à partir du 30 septembre. C'est ça. Donc et la population pourra... Le souci, c'est surtout de dire aux populations d'utiliser les derniers billets qu'ils ont et dans l'ancienne gamme le plus rapidement possible. C'est-à-dire soit en achetant et en les dépensant, soit en les versant sur leur compte bancaire ou dans le bureau de poste. Mais la population pourra échanger justement ces billets-là après le 30 septembre, toujours à l'Institut. Ah oui, ce qui avait été dit dès le début et qui reste vrai et qu'il faut rappeler, c'est que si par hasard vous trouvez plus tard des billets cachés en quelque part, il ne s'est pas perdu puisque vous pouvez toujours venir à l'agence de l'Institut d'émission pour les échanger. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de date limite à cette opération. D'accord. Alors, c'est une occasion aussi de faire le point sur la circulation des nouveaux billets depuis le lancement. Quel est le bilan? Ah non, le bilan est très favorable, puisque on l'a dit régulièrement. En fait, la substitution des nouveaux billets, des anciens billets par les nouveaux billets a été assez rapide. Et aujourd'hui, on est à 87% de nouveaux billets. Vous voyez, donc il y a un résiduel qui est faible, mais qui existe. Il y a encore des gens qui ont des billets. On va dire que la population, depuis, a bien accueilli ce lancement. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé au niveau de l'économie ou pas du tout? Non, on l'avait dit. Hein, il n'y a pas eu en fait, il n'y avait pas de changement de parité. Donc on était dans une continuité. Et les billets, au début, ils ont surpris par leur taille. Il y a eu des réflexions, mais globalement, il y a eu une très bonne acceptation et tout le monde reconnaît que c'est quand même plus pratique. Et donc, on s'en félicite. Hein, et tous les acteurs, les banquiers ont joué le jeu, les commerçants, les forces de l'ordre qui nous ont beaucoup aidés dans ces opérations. Et toute la filière, les transporteurs de fonds, tout le monde a été actif, y compris dans les 3 provinces. Donc ça c'est une opération qui a été une belle opération, un beau succès collectif. Et là maintenant qu'il faut terminer, il y a un résiduel. Et donc ce qu'il faut dire et rappeler, c'est que jusqu'au 30 septembre, tout le monde doit accepter, tous les commerçants doivent accepter les anciens billets. Et en revanche, à partir du 1er octobre, on n'aura plus que les nouveaux billets pour faire nos achats. Alors, est-ce qu'on peut dire... Et les populations pourront venir, si elles trouvent, il faut leur rappeler, des anciennes gammes, si elles retrouvent des billets, ça reste échangeable chez nous à l'Institut d'émission. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui combien de billets ont été détruits? Parce qu'on sait quand même qu'il y a quand même une circulation au niveau de la région, Wallis et Futuna, Tahiti. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui combien de billets ont été détruits? En fait, en termes de chiffres, globalement, il y a un peu plus de 6 millions de billets dans la circulation. Un peu plus de 6 millions de billets. Sur les 6 millions de billets, on est à 87% nouvelle gamme.
Donc vous voyez, le gros de l'opération, il reste 13% de billets ancienne gamme, c'est-à-dire moins d'1 million de billets, ce qui n'est pas beaucoup. Et donc effectivement, on a détruit les billets qu'on a récupérés, mais on est à 87%, ce qui est très bien. Alors, il y a un aspect qu'on ne maîtrise pas beaucoup, c'est ce qui est parti à Wallis ou à Papeete. Ce qui est revenu de Wallis ou de Papeete, ça, c'est pas Vous n'avez pas d'agent sur place, comment vous maîtrisez ça, finalement? Non, on ne maîtrise pas, en fait. Ça, en fait, vous voyez, on dit qu'il y a un résiduel de 13%, mais si ça se trouve, le résiduel, on ne l'a plus. Il est soit parti, soit avec des touristes, soit parti à Wallis ou en Polynésie. Donc là, les dernières opérations vont nous permettre d'y voir plus clair. Le résiduel est toujours difficile à préciser parce qu'il peut aussi y avoir simplement des billets perdus, etc. D'accord. Alors, info ou intox, donc sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il y a des faux billets qui circulent. Est-ce que c'est vrai? Comment vous faites pour contrôler justement cela? Non, il y a eu, c'est vrai qu'on a vu ça comme vous. Ouais. Il y a des faux, quelques faux grossiers qui ont circulé, hein, mais c'était vraiment des choses scannées, sans signe de sécurité. Non, c'était pas c'est pas des faux qui sont dignes d'intérêt, dans le sens où c'est facilement identifiable par les commerçants et les particuliers. Le billet est bien sécurisé et il ne faut pas du tout s'alarmer. C'est pas vrai, il n'y a pas de filière de faux billets organisés. Est-ce qu'on peut rappeler justement comment reconnaître un vrai d'un faux? Non, il y a tous les signes, vous savez, il y a tous les signes de sécurité. Simplement déjà, on dit souvent, vous savez, la formule qu'on utilise, c'est le toucher, le regarder et l'incliner, et comme ça on voit les différents signes de sécurité. Et en revanche, dès lors qu'ils sont faux ou simplement scannés, c'est tout de suite le papier n'est pas de même qualité, les signes au reflet sont pas conformes, etc. Moi, j'invite aussi les téléspectateurs à regarder sur notre site, le site de l'IOM, où on rappelle à la fois les signes de sécurité, et puis on rappelle aussi la procédure pour la fin de l'ancienne gamme et les échanges par la suite. On sait aussi que les billets ont été fabriqués pour les malvoyants, ça on le sait. Ah oui, tout à fait. Il y a les signes, ceux qui n'existaient pas dans l'ancienne gamme. Il y a eu un souci d'être bien attentif et là également on a une communication pour les publics sensibles pour bien identifier et bien les rassurer sur les étapes à venir. 30 septembre, fin de la circulation et des achats, perte du cours légal, mais pour autant possibilité d'échange toujours auprès de l'Institut d'émission. Ça, c'est important. Voilà, nous arrivons à la fin de cet entretien. Donc, est-ce que vous avez un dernier message à passer à la population par rapport à ces nouveaux billets et aux anciens billets? Non, le message principal, c'est qu'il faut utiliser les anciens billets. Il faut terminer l'opération qui est déjà largement, on l'a vu, largement enclenché, et là il y a un résiduel qu'il faut absorber et il faut le faire le plus rapidement possible, sachant que de toute façon c'est jamais perdu, même si vous retrouvez des billets plus tard, vous pouvez toujours les échanger auprès de l'Institut d'émission. Charles Apanon, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, merci beaucoup, et puis bonne fin d'opération pour les populations sur cet aspect ancienne gamme. Voilà, c'est sur ces mots qu'on se quitte. Merci d'être venu et on passe tout de suite à l'agenda du pays. Salut Davina, donc on t'accueille comme tous les matins pour la rubrique l'agenda du pays, c'est ça? Bonjour Élise et bonjour à tous, oui, de retour donc pour un nouvel agenda. Ça y est, t'as pris ton stylo, tout. Comme d'habitude, je suis toujours prête. Toujours prête, bon on y va. On va parler de la fête de la science, ça se passera donc la semaine prochaine sur 2 jours, ça se passe à Koné. Le lundi 15 avec l'inauguration sur le parking du complexe culturel. Après, il y aura la possibilité, pour ceux qui le veulent, de visiter le vaisseau des sciences de 16h à 17h. Bonne expérience. Oui, tout à fait. Et puis, à 17h30, du côté de l'auditorium de Koné, il y aura cette fois-ci une conférence donnée par Elisabeth Hollande sur le thème des changements climatiques. Voilà. D'accord. Alors, tu nous disais que c'était sur 2 jours, donc le mardi, qu'est-ce qu'il y aura? Alors, le mardi 16 septembre, il y aura le village des sciences à découvrir du côté du lycée agricole de Pointe-Boute à partir donc, de 8h30. N'hésitez pas, si vous êtes dans les parages, en plus, l'entrée est gratuite.
Alors on reste dans le coin, on parle chèque culture. Tout à fait, je fais un petit rappel pour ceux qui ne savent pas encore. Si tu as entre 12 et 26 ans et que tu es inscrit à la médiathèque de l'Ouest, tu as le droit à ton chéquier culture. Donc le chéquier culture, ça te donne accès à 4 concerts de ton choix. Concerts bien sûr qui sont donnés du côté de l'auditorium à Koné. Voilà. D'accord. Et bien voilà, rien de plus simple, il suffit de demander. Justement, une demande, t'as quoi comme info de plus pour nous? On continue, si tu le veux bien, avec une autre info. On va à Bourail avec un petit concours un peu particulier. Donc on parle du canicross. Donc c'est une course pour chiens, donc ça se passera le dimanche 21. Il y a 2 disciplines qui sont proposées, donc soit le canicross pour ceux qui ont l'habitude de courir, le départ est donné à 7 h, ou soit la canirondo pour découvrir, pour ceux qui ne sont pas trop habitués, donc à partir de 8 h. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire ou avoir des renseignements, eh bien, il faut aller sur le site canifun.nc, à l'adresse canifun.nc@gmail.com, ou alors vous pouvez aller aussi sur FB, il suffit juste de taper Canifun Nouvelle-Calédonie pour avoir des infos. Notez que l'inscription est gratuite pour ceux qui sont déjà adhérents. Ensuite, on part du côté de Moindou. Oui, Élise, est-ce que tu savais que Moindou était une zone inscrite au patrimoine de l'UNESCO? Tout le monde en Calédonie le sait, n'est-ce pas? Non, Bibi, elle ne savait pas. Donc, sachez qu'il y aura la 3e édition de la nuit de la chauve-souris et un week-end découverte qui sera proposé donc les vendredis 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre sur les tribus de Tablugno et de Catrécoin. Le but de cette manifestation, bien sûr, c'est de sensibiliser et d'informer les gens sur la nécessité de protéger donc ces espèces qui sont endémiques au pays. D'accord, et une occasion justement de découvrir la commune de Moindou, pour ceux qui ne savent pas. Alors on poursuit avec du sport du côté de la Rivière Bleue. Oui, on va à Yaté donc pour un peu de sport, comme tu le disais. On parle de VTT avec la compétition Pérignon 2014 qui se déroulera le dimanche 28 septembre. Cette année, petite nouveauté, il y a un nouveau parcours donc, qui sera proposé. À savoir, vous avez 2 activités au choix, une course chronométrée de 30 km pour les compétiteurs de plus de 15 ans, pour laquelle d'ailleurs il vous sera demandé un certificat médical. Et puis pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de courir comme moi par exemple, il y aura une randonnée de 20 km pour permettre de découvrir un peu le paysage et puis aller à son rythme on va dire. Donc voilà, l'âge minimum c'est 12 ans, le jour d'inscription il faut avoir 12 ans. Pour ceux qui souhaitent avoir avoir des informations, obtenir le règlement, eh bien il suffit de vous rendre sur le www.vtt.nc. Attention, il y a beaucoup de documents à fournir. Donc lisez bien ce qui vous est demandé. Et puis notez aussi pour terminer que la moitié des gains récoltés à l'occasion de cette compétition iront à une association caritative. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller et à vous inscrire. C'est sur ces mots qu'on se quitte. Davina, on se retrouve tout à l'heure pour la rubrique Fin Bon. Oui, Élise, à tout à l'heure pour le Fin Bon. Allez, on retrouve Duke pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, alors aujourd'hui on prend un peu donc de temps pour parler des différentes façons de transmettre les savoir-faire culturels de chez nous. Bonjour Élise, bonjour à vous à la maison. Alors oui Élise, aujourd'hui on va parler un peu de tout ça. La semaine dernière déjà on avait évoqué, on avait déjà cité aussi déjà dans notre chronique C'est bien de chez nous, là, les tatayars comme on dit en Marais. Les tatayars c'est donc ces centres d'apprentissage des vieux, on va dire que c'était des sortes d'écoles un peu dans lesquelles voilà, on apprenait, on inculquait aux jeunes tous les savoirs, toutes les connaissances dont on a besoin pour se développer, puis pour se construire ici au pays. C'était des écoles du pays. Et aujourd'hui, on va dire qu'on a plus d'outils de transmission, mais on disait dernièrement que les EPK ont intégré il y a quelques années la démarche pays. Et puis les savoirs du pays, on va dire toutes les disciplines générales, genre maths, géographie, histoire, donc on va dire que c'est intégré. Oui, on va par rapport aux EPK, pour commencer à donner quelques dates, les EPK c'est les écoles populaires kanak. Oui. Les premières EPK c'était 1985 je crois, et puis les dernières c'était 94, 95, il y avait Kanala, Gossana, Wajila, Edja, Yaté, je crois qu'il restait ces 5 là, ces toutes dernières. Et puis voilà, en gros, le système d'éducation qui était proposé, c'était aux jeunes du pays, c'était observation,
Le jeune, il observait ce que le vieux lui apprenait, ce que l'intervenant, comment on dit ouais, l'intervenant. Le maître. Le maître, oui. Et puis, voilà, il regardait, observation. Ensuite, ils essayaient de faire comprendre aux jeunes l'enseignement. Et puis ensuite, il fallait pratiquer donc l'aspect production. C'était un peu, en gros, le système d'éducation. Il y avait toujours un petit moment d'apprentissage concret. Il fallait mettre la main à la pâte. Il faut que le jeune, une fois qu'il a appris, il faut qu'il le fasse. Comme chez nous, on ne peut pas apprendre à planter une igname si... on ne peut pas dire « Ah, je sais planter une igname parce que voilà, j'ai lu qu'il fallait planter comme ça ». Non, il faut lire, comprendre et puis voilà, faire, surtout pratiquer. Et pour ceux qui ne connaissaient pas un peu les EPK, qu'est-ce qu'on apprenait en fait dans les EPK? En gros, dans les EPK, on apprenait toutes les matières générales. Et puis à côté, tous les savoirs à faire le chant, tout ça. Et puis d'ailleurs, le calendrier des EPK, il était basé sur le cycle de l'igname. C'était pas le calendrier qu'on a aujourd'hui. C'était basé sur le cycle de l'igname, Élise. Ouais. Et c'est vrai que même si des efforts ont été faits, par exemple, pour l'introduction de l'apprentissage des langues kanak dans les établissements scolaires, on se rend compte que dans l'éducation, il n'y a pas de vrais projets qui répondent un peu à toute cette perdition culturelle. C'est vrai, Lisa, on a beaucoup critiqué les EPK. C'était avec la grosse étiquette marxiste, tout ça, la révolution éducative kanak, dans l'enseignement. Mais voilà, ce qu'il y a de bien avec l'EPK, ce qu'il y a de positif en tout cas, c'est que les EPK, c'était déjà la traduction d'un réel besoin en termes d'enseignement, un réel besoin la création d'un système éducatif qui corresponde vraiment aux besoins du pays. Tout à l'heure, on parlait des Tatiaires. Nos vieux nous ont montré des voies. Et puis voilà, l'EPK essaie de suivre un peu la démarche un peu des vieux. Et puis voilà, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'évolution, l'Internet, on dit qu'on est dans le monde du numérique, du média, tout ça, on se rend compte qu'il y a une partie de... Il y a des risques qu'on va perdre notre patrimoine, on peut dire ça, notre culture. On parle beaucoup, les sociologues, ils parlent beaucoup de perdition culturelle. Alors que nous, on va plutôt parler d'évolution, même si on sait qu'il y a des moments privilégiés, par exemple au sein de la famille, tout ça, là où des moments juste de partage, où manger autour d'une table, tout ça, ça se fait plus. C'est tous ces moments-là de transmission qui ont un peu disparu. Alors l'EPK, c'était un outil de transmission comme un autre, là, il a disparu. Et puis aujourd'hui, on a, pour remédier un peu, pour pallier, pour se caler un peu à l'évolution d'aujourd'hui, on a d'autres outils comme les résidences culturelles. Alors les résidences culturelles, en gros, c'est quoi? On invite des vieux, on invite des intervenants, ceux qui sont détenteurs d'un savoir. Et puis ensemble, par exemple avec une école ou avec des gens qui ressentent le besoin d'apprendre, on reste ensemble, on vit ensemble pendant quelques jours. Et puis voilà, on partage un peu le savoir, puis surtout on pratique. Et à la fin, on produit quelque chose avec l'enseignement, avec le partage qui s'est effectué durant cette résidence-là. Alors justement, il y a une de nos collègues, en l'occurrence mademoiselle Chiron, Aurélie, qui s'est rendue sur Poniriouin. Et donc elle a assisté à une résidence culturelle. C'était un échange entre l'école publique de Poniriouin et l'association Mere Angara. Alors je vous propose à vous à la maison qu'on regarde ensemble ce petit reportage d'Aurélie Chiron. En fait, ça fait déjà depuis quelques années qu'on travaille avec l'école de musique Mere Angara. Ils interviennent chaque année dans notre école pour faire de la musique chorale, du chant, découverte d'instruments, fabrication d'instruments et utilisation d'instruments. Donc il y a 3 ans, en 2011, ils sont venus nous proposer de travailler avec eux sur ce qu'on appelle une résidence culturelle.
Parce qu'il y a quelques années de ça, on allait régulièrement au centre culturel de Chibaou. Et au centre culturel de Chibaou, tu trouves pas mal d'ateliers. Depuis 4-5 ans, on va dire, on n'y va plus, parce que ça a un coût. On a imaginé ensemble ce concept de mettre dans une tribu les ateliers qu'on trouve au centre culturel de Chibaou. Et ça complétait tous les espaces de musique qu'on faisait à l'école. C'est une résidence qui dure en gros 5 jours. Il y a 3 objectifs premiers. C'est 1, la transmission des savoirs par les personnes qui détiennent ces savoirs. Savoir-faire, savoir-être. Et nous, avec les élèves, on est les récepteurs. Voilà, donc ils se réapproprient en fait ces savoirs. Ici à la tribu, avec les mamans, les papas, enfin ceux qui détiennent les savoirs, et les artistes, sculpteurs, etc. Et puis le 3e objectif, c'est de montrer en fait aux parents et à la population ce qu'on est capable de faire à la fête de l'Igname. Voilà. Donc voilà un petit peu en gros ce concept. Aïe! Aïe, ça veut dire que ça y est, on tape un pied. Pour je faire nya, nya. Donc il y a une classe qui fait essentiellement de la sculpture. Donc cette classe va présenter ses pièces, ses travaux à la fête de l'Igname. Il y a une classe qui fait essentiellement chant, danse, chorale, etc. Et au-delà de ça, il y a les autres ateliers. Il y a la découverte des roseaux, il y a la découpe des roseaux, la fabrication des flûtes, ils percent et tout. Et puis après, ils font des sons. Ensuite, il y a la vannerie, il y a le tressage, il y a toutes les jupes qu'ils vont préparer pour la danse. C'est des tenues de danse. J'ai vu des ateliers de tressage, les ateliers de plantes médicinales. On a fait des chants sur le kagou. On a appris une danse sur le café. On s'est rendu compte que tout ce côté culturel, en fait, les élèves, ils l'ont plus. Certes, on a la langue, mais il n'y a pas que la langue dans la culture. Il y a toutes les choses qui font qu'une culture est vivante. Par exemple, quand on parle de la monnaie kanak, quand on parle de la sculpture, quand on parle de la vannerie, quand on parle des plantes médicinales, quand on parle des contes et légendes, quand on parle de la chorale, enfin tout un ensemble qui fait qu'il y a une culture qui est vivante. Bon, c'est vrai que la langue, elle porte tout ça, mais il faut qu'elle soit habillée aussi par tout ça. Donc mettre en place une résidence où on transmet ces savoirs-là, ça permet aux enfants de se réapproprier. On parle beaucoup de culture, mais en fait, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on y fait? Ben, pas grand-chose. Donc nous, si tu veux, on transmet le français, les mathématiques, les sciences, etc., ben, tout ce qu'on veut. Et il manque cette passerelle-là. Et ces espaces de résidence culturelle, en fait, permettent de redéfinir des passerelles avec la culture. Et cette passerelle-là, on l'habille d'ateliers, de divers ateliers dont les enfants viennent ici et puis ils ont une immersion complètement. Chose que peut-être tous les jours dans leur vie, ils n'ont plus à la tribu. Voilà. Donc nous, on fait en amont, dès la petite enfance, leur redonner ces valeurs, enfin, ou leur donner, s'ils n'avaient pas eu, ces valeurs, mais c'est sans prétention. Je veux dire, après, il y a les parents qui ont leur part d'éducation, c'est sans prétention. Nous, on amène parce qu'on a l'école, on transmet les savoirs, donc également le savoir culturel. Donc pour être prêt, sans culture.
ensemble. On est prêts? Voilà, donc un bon moyen de préserver notre patrimoine. C'est vrai, Lisa. Alors, je voudrais rebondir juste sur ce que le directeur là, de l'école disait. Il parlait de la responsabilité familiale. Ça, aujourd'hui, c'est un peu normal que l'école mette aussi la main à la pâte parce que tu sais comme moi que le jeune, l'enfant, il passe une grosse partie de sa vie à l'école, dans le système scolaire. Là. Plus peut-être à l'école qu'à la maison. Du coup, voilà, en ce moment, on est en plein chantier des transferts de compétences, en l'occurrence l'enseignement secondaire ici au pays. Du coup, voilà, c'est des questions qui ont été posées depuis. Là, on a eu, on parlait de l'EPK, tout ça, et puis voilà, tout à l'heure, tu parles de projet pays, et puis toutes ces choses-là qu'on a vues à travers la résidence, c'est des choses qu'on doit intégrer dans les écoles, dans nos projets. C'est vrai. Voilà, Elise. Et puis aussi pour terminer, on peut encore appuyer le fait que voilà, nous sommes tous responsables. Et puis les parents surtout, les parents, les grands frères. Du coup, voilà, dès qu'on a l'occasion de partager avec son petit frère ou avec son enfant, là, il faut pas négliger. Là, j'ai eu l'occasion de parler avec un vieux de Canala sur la transmission des savoirs. Le vieux, il me disait, voilà, un truc tout simple à faire, enfin, surtout à ne pas perdre, c'est de manger ensemble les dimanches, manger à table, et puis manger non seulement la nourriture physique, l'igname et tout, mais manger aussi les paroles que le papa et la maman va nous donner. Puis voilà un système de transmission qui est tout simple et puis qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Donc c'est sur ces mots qu'on termine. Merci Duke. Et puis voilà, profitons que nos vieux et nos vieilles sont encore présents pour nous transmettre leur savoir. Merci Duke. Merci Elise, merci encore à vous à la maison. Alors on retrouve Marie-Hélène pour notre rubrique Job et Éducation. Bonjour Marie-Hélène, donc les écoles participent à des concours. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à un concours de recettes, donc celui organisé pour apprendre aux enfants à mieux manger. Oui, bonjour Élise et bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors c'est vrai que l'objectif de cette opération qui a été donc organisée par la Fondation Rite Saint-Vincent avait pour objectif, si tu veux, sensibiliser les enfants à l'alimentation saine et équilibrée. Donc dans ce cadre-là, voilà, ils ont pu. L'objectif c'était de leur apprendre, si tu veux, ce qu'est un menu équilibré, ce qu'est la valeur nutritionnelle des aliments. Voilà. Et c'est vrai qu'apprendre ces habitudes-là dès le plus jeune âge est vraiment idéal. Alors dis-moi, comment les enseignants réussissent-ils à parler alimentation en classe ? Alors, c'est vrai que lorsque un enseignant a envie de sensibiliser ses élèves à cette question-là, il peut utiliser différentes choses, différentes méthodes. Il y a le système des affichages, de l'affichage dans la classe avec les petits panneaux qu'on a tous connus à un moment donné à l'école primaire. Et puis, il y a aussi la leçon, aborder la leçon de manière ludique, voilà, voire imagée. Voilà, exactement. Puis après, cette leçon, elle peut très bien être suivie des exercices, voilà, pour vérifier en fait que l'élève a bien compris. Par contre, dans le cadre donc, du concours, si tu veux, organisé par la Fondation Rite Saint-Vincent, les enseignants, si tu veux, ils ont surtout veillé à ce que les enfants apprennent à associer les aliments entre eux. C'est ce qui va faire qu'un menu va être équilibré ou pas. Il a également permis, si tu veux, aux élèves d'apprendre à bien choisir ses aliments et puis aussi de savoir ce que représente, si tu veux, un aliment en termes d'apport calorique et d'apport énergétique. Ouais. Et puis tu te souviens, on avait reçu Sylvain Leduc sur le plateau pour nous parler justement du concours. Je trouve que sensibiliser donc les plus jeunes au problème du surpoids de cette manière-là est une bonne idée parce que le surpoids ici, on connaît bien en Nouvelle-Calédonie. Et oui, malheureusement, c'est un problème de santé assez important ici au pays. Tu sais qu'il y a quand même 32% des enfants du Caillou qui sont donc en surpoids ou en obésité ou obèses. Donc, et ça, dès l'âge de 6 ans, Élise. Donc, tu vois, ça fait un petit peu frémir quand même. Voilà. Alors, on a tendance à l'oublier, mais notre façon de nous alimenter a une incidence directe sur
sur notre état de santé. Ben oui, Élise, bien se nourrir, moi j'ai envie de te dire que c'est aussi se donner une chance de vivre en bonne santé. Ouais, quand on parle de diabète, on parle de nourriture. Voilà. Quand on parle de dialyse, c'est à cause de la nourriture. La nourriture est fondamentale. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et pour en revenir, si tu veux, au concours, excuse-moi Élise, je voulais préciser en fait que les enfants, ils ont dû préparer sur un plat à base de riz. Parce qu'on sait très bien que le riz est donc un aliment exactement qu'on consomme très très souvent ici au pays. Les gens aiment le riz, donc c'était bien de partir des habitudes des gens, quoi. Alors c'est mieux, hein, comme ça que les gens justement essaient de faire la différence différemment avec les produits plutôt qu'ils connaissent déjà. Et puis il y a le concours, donc il y a un gros, je veux dire, s'il y a un gros lot à la clé, alors qu'est-ce que justement les élèves vont remporter plutôt. Qu'est-ce que les élèves vont remporter s'ils gagnent le concours? Alors figure-toi qu'il y a donc une subvention en fait d'1 million de francs, voilà, qui est répartie. Non, ça va, c'est une belle petite somme. Elle est répartie, si tu veux, entre les écoles gagnantes. Voilà, donc en fonction de la place que l'on occupera dans le palmarès, on aura plus ou moins une belle somme. D'accord. Et on sait si les écoles du Nord participent, ont participé l'an dernier à ce concours? Eh bien oui, figure-toi, il y a eu même 2 classes spécialisées de l'école de Poindimier, en plus des classes spécialisées, tu fais bien de le souligner Élise, ont participé donc au concours l'an dernier. Donc il y avait la classe 1, tu sais, qui elle est dédiée aux enfants qui sont victimes de troubles cognitifs, voilà, ou bien de troubles mentaux. Et puis il y avait la classe 2 également qui elle accueille les enfants sourds et malentendants. Et tu sais qui est arrivé en tête l'an dernier, Élise? Je pense que c'est nos petits copains du Nord. Ouais, la classe 2, la classe la classe qui accueille les enfants sourds et malentendants avait remporté le gros lot l'an dernier. D'accord. Voilà. Et pour cette année, alors combien de classes ont participé au concours des petits cuistots en équilibre? Eh bien écoute, cette année, il y a eu donc 9 écoles qui ont participé pour cette école gagnante, on va dire, cette école gagnante. L'an dernier, ils étaient 10. Voilà, l'an dernier, il y avait quand même 10 écoles primaires qui avaient participé. Alors est-ce qu'il y a eu des nouveautés par rapport à l'an dernier? Eh bien oui, figure-toi, c'est-à-dire que des classes, des niveaux, si tu veux, de classe pouvaient participer, alors que l'an dernier, ils ne pouvaient pas. Il s'agit donc des niveaux CE1 et puis des niveaux CM2. Voilà, donc aujourd'hui, le concours est ouvert au CE1, au CE2, au CM1 et au CM2. Et je suis sûre que de voir comment on prépare, comment a été préparé en tout cas ce concours culinaire dans une des classes donc du Nord t'intéresse, Élise? Ah oui, ça m'intéresse. J'aimerais bien voir comment les enfants se préparent pour cuisiner, parce que la plupart du temps on les voit en train de jouer avec les cuisines artificielles, mais bon, là, de les voir en train de cuisiner, ça va être vraiment génial. Et moi, je te propose qu'on regarde tout de suite le reportage d'Aurélie Chiron. Je vais y arriver. Je vais peut-être arrêter de bugger aussi. Aurélie Chiron, donc, il s'est rendu dans une classe donc, spécialisée du côté de Poindimier. On découvre tout de suite les coulisses du concours culinaire. Enseignante spécialisée auprès des enfants déficients auditifs. Donc ma classe, on a la particularité de n'être que 3 élèves qui sont sourds, certains sourds appareillés. Et aujourd'hui, nous accueillons une élève de maternelle qui nous vient de Wailou justement pour être au contact des élèves sourds. Nous avons décidé de reparticiper au concours des riz de Saint-Vincent, puisque d'un côté, ça nous permettait d'avancer sur un autre projet, le film d'animation. Et par la démarche du concours, ça nous permettait de présenter le storybook, les différents plans, les mises en scène et les scénettes. Le concept du concours, il faut que l'on présente un repas équilibré.
Donc après, c'est libre choix aux enseignants et aux élèves de le présenter sous la forme qu'ils souhaitent. Avec la particularité de mes élèves qui sont sourds, on a tablé encore une fois sur l'image, la vidéo. Et cette fois-ci, nous allons présenter une photo-animation qui reprend en fait vraiment notre deuxième projet qui est le film d'animation et la scénette au restaurant. La photo-animation, on l'a centrée sur la recette du riz, puisque pour le concours, il faut que ce soit à base de riz. Et nous avons décidé de mettre le riz en dessert, donc nous avons fait une recette de gâteau de riz. Et donc le gâteau de riz, justement, rentrera dans notre scénette pour le repas, l'alimentation équilibrée. La petite scénette va parler de deux enfants qui vont au restaurant, justement avec l'enseignante qui leur rappelle qu'ils peuvent choisir ce qu'ils veulent dans le menu, à condition que ce soit équilibré. Et à la fin du choix du menu, quand on leur apportera leur plat, on aura une diététicienne, entre guillemets, qui est une autre élève, et qui va vérifier si leur repas est bien équilibré ou pas, justement en utilisant les codes couleurs des groupes des aliments. C'est la scénette qui est le plus dur pour eux, malgré qu'ils signent, malgré qu'ils savent communiquer en langue des signes, où on utilise pas mal les mimiques. De savoir qu'ils se font filmer, c'est très difficile pour eux. Donc, et ça, c'est justement un défi aussi pour leur apprendre à s'exprimer et de ne pas avoir honte, au contraire, d'utiliser au maximum leur potentiel. Non, non, juste là, là. Tanguy, juste là, quand il va regarder. À Nouméa, j'étais en stage de langue des signes où j'ai pu avoir des diplômes. Un niveau de 1, B2, C2 de langue des signes qui me permet d'enseigner. Je prépare les projets à filmer avec les élèves, je les motive sur l'alimentation équilibrée. Les élèves, ils essayent, ça leur ouvre l'esprit. Moi, j'aime bien travailler avec les élèves sourds. C'est comme ça, c'est normal. Moi, je suis sourde, donc c'est normal. Je rêve que mes élèves sourds, pour plus tard, ils puissent faire soit du théâtre, de la vidéo. J'espère, j'ai vraiment envie qu'ils aiment ce qu'ils feront. Moi, j'ai remarqué que les élèves sourds, ils aiment bien faire le théâtre, ils adorent. Pourquoi? À cause des mimiques, du mime, c'est amusant. Donc voilà. C'est important pour nous de montrer aux entendants que nous, les sourds, on est capables de filmer, de faire du théâtre et différentes choses. C'est possible pour nous de continuer et d'avancer. Nous, on est sourds, on n'est pas handicapés. On est intelligent, c'est bon, c'est possible, c'est comme ça. Le concours, il est ouvert aux élèves entendants, sourds. On peut faire du riz, des gâteaux de riz, différentes choses. Moi, je veux que nous, on gagne. Comme l'année dernière, parce qu'on a des idées. Quand on reparticipe au même concours, on a une petite pression parce qu'on aimerait autant, pas forcément gagner la première place, si on aimerait bien, mais au moins produire quelque chose d'aussi formidable que la première fois. Donc ça a été difficile à réfléchir avec les enfants, de ne pas reproduire la même chose que l'on a fait l'an dernier. Et bon, on a juste révisé et tout ça, et puis on a décidé de le mettre sous forme de scénette plus vivante par rapport à l'année dernière, qui était plus sous forme de reportage.
Alors c'est bien que dans les classes spécialisées, les enseignants parviennent justement à mener des projets de type, des projets comme ça avec leurs élèves. Ah oui, c'est génial. Hein. Puis tu as vu, voilà, ils ont fait un beau film et il faut dire que voilà, ils ont abordé, si tu veux, pas mal de choses en termes d'apprentissage. Alors il y avait bien évidemment la mise en scène que l'on a vue là dans le restaurant et puis à la cantine, mais il y avait aussi la préparation des élèves pour lire la recette. Il y avait également la préparation de la vidéo, voilà, dans sa totalité, de la vidéo animation, comme ils appellent ça. Et puis il y avait aussi les scénettes à filmer, donc. Ils sont des vrais acteurs alors. C'est la deuxième participation donc, au concours de la CLIS 2 de Poigny. Eh bien oui, c'est leur deuxième participation, du coup, la deuxième participation en tout cas d'une CLIS, d'une classe spécialisée. Voilà. Et tu sais qu'ils arrivent en 3e position, Élise. C'est pas mal sur 9 écoles. Franchement. Ouais, franchement c'est bien. Donc ils avaient préparé un gâteau de riz au caramel. Alors le film en plus de ça, il était réalisé en langue des signes. Super, tu vois, voilà, donc c'était très réussi. Et puis, ce qu'a apprécié le jury, si tu veux, ça a été la mise en avant donc, de la valeur nutritionnelle des aliments, et puis également la notion de menu équilibré, puisque voilà, avec un gâteau de riz au caramel, eh ben, on va manger différemment en ce qui concerne donc le déjeuner et le petit déjeuner pour équilibrer le tout. Bon, on va prendre exemple. Alors, en deuxième position, qui trouve-t-on? Alors, il y a le CE1 d'une école de Marais, figure-toi, Élise. Ah, ils sont quand même venus, d'accord. Okay. Ouais, ils ont participé, ils arrivent donc en deuxième position avec un riz cantonné. Alors, ce qui a plu là au jury, ça a été en fait l'implication de l'enseignant, parce qu'il avait fait tout un travail d'affichage donc en classe. Voilà, donc ça a plu. Et puis la mise en scène aussi avec les enfants a été très appréciée, puisque figure-toi qu'ils expliquent bien justement en fait la propriété des aliments, et puis on voit même les parents apparaître à la fin du film. Ah ben, franchement c'est bien que les parents participent aussi. Et participer, c'est clair, et en plus de ça avec peu de moyens, tu vois, ils ont réussi à faire un beau film. Alors, qui est en tête du podium? C'est l'école du Nord, du Sud, des Îles-Loyauté? Eh ben, c'est le Sud qui arrive en tête cette année, Élise. Bravo le Sud. Voilà, l'école Yvonne Dupont, voilà, avec une classe donc de CE1. Alors, eux, ils avaient réalisé, si tu veux, une recette filmée. Donc, il s'agissait, je vais y arriver, de sushi sucré. Super difficile à dire à la suite. Bah, je te comprends. Tu reconnais. Pour présenter, pardon. Le jury, là, a apprécié, si tu veux, le choix des aliments, puisque le critère produits locaux, si tu veux, est déterminant quand même dans le gain des points. Voilà. Donc ils avaient utilisé des mangues, des ananas et puis des fraises, parce que c'était des fruits de saison au moment où ils préparaient, si tu veux, le concours. Bon, bravo à eux. Alors j'imagine que le choix de la recette avait son importance, et l'utilisation des produits locaux aussi, comme tu le disais justement. Ouais, tu as raison, c'est vrai. Et puis il y avait d'autres critères, bien évidemment, qui étaient aussi intéressants. Il y avait l'originalité de la recette, il y avait également, quoi d'autre, la manière, si tu veux, dont l'explication se faisait, qu'il s'agisse de la valeur nutritionnelle des aliments ou de ce qu'est un menu équilibré. Et puis il y avait aussi le fait de respecter ou pas l'équilibre alimentaire. Okay. Voilà. Et puis quand c'est expliqué par les enfants, voilà, avec leurs mots simples, on va dire qu'on comprend. Oui. Alors grâce à ces activités pédagogiques et ludiques, les enfants donc, vont posséder les bases d'une éducation alimentaire, et on devrait prendre exemple. Et n'oublions pas qu'à la maison, que l'on prenne plutôt des bonnes habitudes. Tout le monde est concerné. Exactement, même nous les adultes. Oui. Voilà, Marie-Hélène, tu restes avec nous pour la rubrique utile et pratique. Alors, on parle de quelques astuces qui peuvent être utiles lorsque l'on prend l'avion. Oui, Élise, c'est vrai que l'objectif quand on prend l'avion, c'est le bien-être. D'accord. Oui. Il faut être à l'aise parce qu'on reste suffisamment longtemps dans l'avion quand on va à Paris. En tout cas, on en a pour 22 heures de vol. Donc voilà, quand il y a un long trajet,
C'est clair. Objectif, aisance. C'est vrai que le trajet en avion vers la métropole est extrêmement long. Donc, est-ce que l'on peut faire justement, qu'est-ce que l'on peut faire pour se détendre? Alors, pour commencer, moi j'ai envie de te dire qu'il faut porter des vêtements amples pour qu'on soit, voilà, encore une fois, à l'aise. Voilà. Ensuite, il faut éviter de porter, tu sais, des ceintures serrées et puis des chaussures serrées aussi. Parce que, voilà, le fait d'être en altitude, on a tendance un petit peu à gonfler, hein, si tu veux. Hein. Donc, on peut gonfler des pieds, les organes aussi peuvent gonfler. Voilà. Le gonflement est une notion vraiment importante quand on prend l'avion. Donc, si on n'est pas bien ou engoncé dans ses habits, voilà, on va pas être confortablement assis. Ensuite, il faut en fait porter des chaussettes de contention parce que ça évite le gonflement des jambes et puis ça favorise aussi la circulation sanguine. D'accord. Mais donc on trouve ces chaussettes de contention soit en pharmacie, soit dans des magasins spécialisés, c'est ça? En fait, il faut tout faire pour éviter de rester plus longtemps immobile et être à l'aise, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la position assise aussi est un problème. C'est pour ça qu'on recommande souvent, est un problème. Disons qu'il ne faut pas rester immobile comme ça pendant 22 heures. Il faut essayer de bouger un peu. Donc on recommande de marcher dans l'avion à peu près toutes les 2 heures, voilà, pour favoriser la circulation du sang, hein, tout simplement. Faire des petits exercices aussi est recommandé, Élise. Alors là, il suffit simplement de lever un petit peu les pieds de quelques centimètres du sol et puis de faire des petites rotations, tu sais, à droite, à gauche avec ses petites chevilles, ça détend bien. Et puis on peut aussi faire des flexions extension du bout des pieds, ça fait aussi du bien. Donc de la mini-gym, quoi. Alors, oui. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est de tout faire pour privilégier la circulation sanguine, comme vient de le dire Marie-Hélène. Donc, votre sang doit être en mouvement pour que la circulation sanguine soit dynamisée. Exactement, Élise. Et puis, j'ai envie de te dire que le fait aussi d'être sous pression atmosphérique abaissée, en fait, ça aide pas non plus, parce que ça provoque aussi des gonflements. Alors, juste pour expliquer ce que veut dire la pression atmosphérique abaissée, en fait, il s'agit de la pressurisation qu'il y a donc dans la cabine et qui correspond, en fait, si tu veux, à une certaine altitude. Ça peut être une altitude de 1500 mètres ou bien de 2400 mètres, voilà. Mais il n'y a aucun risque, si tu veux, pour la santé, pour les personnes, en tout cas, qui sont en bonne santé. Et donc, si tu veux, cette pression, elle n'aide pas non plus puisqu'elle peut provoquer aussi les gonflements. Encore. Voilà. Donc il faut prévenir, si tu veux, à la finale, pourquoi on dit qu'il faut favoriser la circulation sanguine. C'est pour éviter que se forment des caillots de sang, en fait, dans les veines. Et bien oui, parce que ça peut être très dangereux, ça peut quand même conduire parfois à des phlébites, lorsqu'on a un caillot de sang comme ça qui se balade. Donc il faut être vigilant. Donc un petit massage peut faire du bien aussi. C'est une autre technique, Élie, j'ai envie de te dire. C'est vrai qu'avant de prendre l'avion, on peut aussi se masser des chevilles jusqu'aux genoux. Ça fait du bien. On prépare en quelque sorte un peu le corps à subir, on va dire, cette position pendant plusieurs heures. Voilà, c'est pour ça que ceux qui doivent prendre l'avion doivent éviter de croiser les jambes et vérifier que justement que l'on ne comprime pas les vaisseaux sanguins au niveau des cuisses. Exactement, bien s'asseoir confortablement, privilégier la circulation sanguine, boire aussi. Oui, il faut boire régulièrement de l'eau. Tu sais aussi, tu as pris l'avion, Élise. Oui, voilà, j'ai pris l'avion pour aller en métropole. Franchement, 10 heures comme ça, c'est pas facile. Puis marcher, tu as peut-être peur, comme c'est la première fois qu'on prend l'avion, tu as peur de marcher, tu as peur de... déranger. Voilà, déranger. Donc, moi, c'est la clim surtout, avec le nez qui est bouché. Voilà. C'est pas agréable, ça. Non, alors justement, du fait de cet air qui est sec dans la cabine, il faut donc bien s'hydrater. Donc, il faut boire régulièrement de l'eau. Il est recommandé de boire un verre d'eau, en fait, toutes les heures, tu imagines. Et puis surtout, si tu voyages avec un enfant, il faut le faire boire régulièrement aussi. Et puis, tu parlais tout à l'heure du nez bouché. C'est aussi quelque chose auquel il faut faire attention. Il faut veiller à ce que le nez, la gorge, les oreilles aussi soient, ne souffrent d'aucun mal parce que ça fait souffrir quand on est en altitude. Et l'alcool dans l'avion aussi, il faut peut-être un peu éviter aussi. T'as raison, Élise, de le dire. Forbidden, c'est interdit. Enfin, c'est interdit. C'est pas recommandé en tout cas de boire de l'alcool. Comme on en fait un peu de champagne dans l'avion. Voilà. Quoi. Je veux dire, il faut être raisonnable aussi. Voilà, à consommer avec modération. Voilà. Il est recommandé justement aussi de traiter les infections.
C'est ça. Eh ben, c'est pour parler du nez, voilà. Oui, voilà. Et puis les lèvres aussi, les lèvres et la peau, Élise, hein, tu sais que... Un voilà, petit labello. Exactement. Et puis pour la peau, une bonne petite crème aussi pour hydrater sa peau. Décidément, j'arrête pas de bugger. Va pas faire de mal. Et puis, dernier petit conseil, pardon. Lorsqu'on porte des lentilles, voilà, des lentilles, tu sais, de contact, il est préférable de porter des lunettes. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, l'air sec va assécher, va assécher les yeux. Donc, bon, pour nous qui ne portons pas de lunettes, avec un petit collier, on va pouvoir hydrater ses yeux. Mais pour les personnes qui portent des lentilles, ça va être très inconfortable en fait. Donc, vaut mieux qu'elles prennent leurs lunettes. Voilà. Le temps du voyage. Bon, ben merci Marie-Hélène de nous avoir donné quelques conseils et prenez vos précautions si vous avez envie de prendre l'avion et aller en voyage. Merci. Merci à toi, Élise. Au revoir. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Fin Bon. Alors, Davina, on te retrouve pour notre rubrique Fin Bon. De quoi on parle aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je te propose qu'on parle du gnoc mam. Ah, gnoc mam, c'est pas un aliment que je mange tous les jours, mais je suis contente de le découvrir. Alors, bon, bah, écoute, j'espère pouvoir t'éclairer sur le gnoc mam. Donc, le gnoc mam, c'est une sauce de couleur un peu ambrée qui a un goût assez quand même prononcé et une odeur aussi très particulière. Faut dire que c'est fait à partir du pressage de poisson que tu auras laissé macérer dans des fûts. Donc, c'est pour ça que ça a une odeur assez saisissante, on va dire. Et puis, il est conseillé de ne pas la consommer comme ça, donc il faut la diluer et la mélanger pour que ce soit moins désagréable, on va dire, au niveau du goût. D'accord. Pour savoir un peu les noms qu'elle a un peu partout dans le monde, en anglais, on l'appelle la fish sauce. Et puis, en Thaï, par exemple, on l'appelle la nom plat. Juste pour info. Et puis, elle fait partie donc des principaux condiments utilisés dans les cuisines cambodgiennes, laotiennes ou thaïlandaises. Voilà, Élise, pour te parler un peu du gnoc mam en général. Alors, le gnoc mam, là, il est fabriqué où? Alors, le gnoc mam, comme tu dis, il est fabriqué au Vietnam, mais aussi dans divers pays d'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande, le Cambodge ou encore le Laos. On peut en trouver aussi produits en Chine et même, je te dis, au Sénégal, ils en fabriquent. Donc voilà. Mais son origine, c'est bien et réellement bien le Vietnam. D'ailleurs, c'est là-bas que tu vas trouver différentes variétés considérées comme les meilleures et puis les plus riches en protéines surtout. Notamment sur l'île de Phu Quoc, tu vas trouver les produits classés dans les produits d'appellation d'origine contrôlée depuis 2001. Alors parle-nous un peu de son utilisation. Alors son utilisation, il faut savoir que déjà, comme je te disais, elle fait partie des ingrédients principaux utilisés dans les cuisines sud-est asiatiques. Et puis que tu peux comparer, si tu veux faire un comparatif, dans notre cuisine à nous, c'est l'équivalent du sel. D'accord. Pour les deux condiments, on va dire, il faut faire attention, faut faire attention à la quantité que tu vas mettre dedans, ça peut avoir des répercussions sur la santé. Hein. Et puis, que dire d'autre? Un conseil, comme je te le disais tout à l'heure, c'est toujours de diluer un peu quand tu vas l'utiliser en sauce. Tu vas le retrouver soit en accompagnement à table. Donc là, tu vas utiliser un gnoc mam plus doux. Ou alors, tu peux l'utiliser aussi en assaisonnement ou en préparation dans des plats. Comme d'ailleurs cette recette que nous propose notre ami Alexandre Sigura. Le bœuf Shanghai de Karen Foya, c'est tout de suite. Bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer un bœuf Shanghai. Pour cela, j'ai besoin d'un ragoût de bœuf, du sucre, de la poudre de gingembre émincé, de l'ail émincé, du gnoc mam, de sauce d'huître, de l'oignon émincé et de l'oignon vert émincé. Alors pour commencer, je vais faire mon caramel. Je verse mon sucre. Voilà, mon caramel est presque prêt. Je vais pouvoir verser la viande et les ingrédients dedans. Alors, je vais mettre ma viande. Je vais rajouter ma poudre de gingembre. Mon ail émincé. Mon gnoc mam.
et ma sauce huître. Là, je vais laisser mijoter mon bœuf avec tous mes ingrédients dedans pendant environ 1 heure. On va vérifier notre cuisson. Notre bœuf est pratiquement cuit. Nous allons ajouter nos 2 derniers ingrédients. Mon gingembre émincé. Ainsi que mes oignons. Je vais mélanger tout ça. Et on peut laisser encore environ 15 minutes. Une fois le bœuf cuit, on peut l'accompagner d'un bon riz et quelques oignons verts émincés. Merci et bon appétit! Voilà donc une recette facile à préparer avec le gnoc mam, ça doit donner un bon goût avec la viande, à la viande. Ouais. Tout à fait, je te confirme, pour l'avoir goûté, je peux te dire que c'est vraiment excellent à essayer chez vous, amis téléspectateurs. Là on a pu voir une recette, mais c'est vrai que tu peux retrouver le gnoc mam dans différentes préparations, notamment tu peux le retrouver dans les marinades, c'est excellent dans les marinades, ça donne un autre goût au plat quoi. Et puis tu peux le mettre dans les plats que tu vas faire cuire au four ou tu vois, l'utiliser comme ça différemment. C'est avant tout, il faut le rappeler, à utiliser avec légèreté, on va dire, modération. Voilà. Tu vas le retrouver dans la cuisine, dans des plats comme par exemple le porc au caramel, la fondue viette, c'est excellent ça aussi. Ou alors dans les bouchées de concombre au crabe à la façon thaï. Là, c'est voilà, des petits plats un peu asiatiques dans lesquels tu peux retrouver le gnoc mam, mais il s'associe aussi bien au miel, à l'huile d'olive. D'ailleurs, si tu utilises ça avec tes légumes, ça redonne du peps aux légumes, ça a une autre saveur, on va dire, à essayer aussi. En résumé, pour te dire, tu peux le marier avec le citron, quelle que soit la couleur, donc jaune ou vert. Tu peux le marier aussi avec le sucre, le piment. Là, il y a plein d'ingrédients différents, même les cacahuètes, donc tu vois. C'est vraiment un aliment, on va dire, où on peut utiliser plusieurs... Avec tout, voilà. D'accord. Alors justement, est-ce que tu as juste une astuce ou une petite recette comme ça, vite fait, à nous soumettre, je ne sais pas, une préparation vite fait, peut-être avec le citron ou avec les cacahuètes? Vite fait alors, Élise, hein. Un petit truc que j'ai pu essayer, moi, c'est tu fais un accompagnement pour tes pâtes. D'habitude, tu vas faire un carbonara, machin. Bah, tu peux faire une sauce avec le gnoc mam. Alors là, tu auras besoin donc d'une cuillère à soupe de gnoc mam, une demi-cuillère de lait de coco. Il faudra rajouter 5 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Si tu as du piment, bah, rajoute un petit peu de piment. Une poignée de cacahuètes, là, sans sel, bien sûr. Et puis, tu mixes tout ça. Tu vas te faire une sauce que tu manges avec les pâtes. C'est excellent. Bon, ben, tu nous cuisineras tout ça pour demain. Si tu veux, à tes risques et périls. Non, je rigole, oui, avec plaisir, Élise. Demain, pas de problème. Ok, alors juste avant de te laisser, est-ce que tu peux nous donner un peu les conseils pour choisir le gnoc mam en magasin? Oui, alors si vous allez en magasin, vous allez voir, il y a plusieurs bouteilles de gnoc mam différentes. Moi, je vous conseille de prendre celles qui viennent donc de l'île de Phu Quoc. Pourquoi? Parce que y a l'appellation d'origine contrôlée, c'est toujours pour un souci de ce que l'on mange, faire attention à ce qu'on mange, d'où ça vient, etc. Et puis vous assurer aussi que il n'y ait pas d'exhausteur de goût, parce que si le gnoc mam est bien préparé à la base, on n'a pas besoin d'exhausteur de goût, il a déjà tout son goût au naturel. D'accord. Et puis les gens hésitent à acheter les grosses bouteilles de gnoc mam, n'hésitez pas, elles peuvent être conservées au réfrigérateur jusqu'à 6 mois, donc même si vous ne l'utilisez pas tout de suite, elle servira toujours. Voilà, bon, merci Davina, on te laisse partir parce que tu vas nous préparer l'agenda du pays de demain. Merci. Merci Élise, à demain tout le monde. Voilà, et on retrouve notre rubrique, on s'occupe de vous.
Bonjour Anna, alors de quoi nous allons parler aujourd'hui? Bonjour Élise et bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'art-thérapie. D'accord. Alors tu sais que l'art en fait elle regroupe plusieurs disciplines. Il y a par exemple la peinture, la musique, etc. Nous aujourd'hui nous allons nous intéresser à la danse. D'accord, intéressant. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que c'est justement l'art-thérapie et c'est quoi le rapport entre la danse et la thérapie? Alors l'art-thérapie, c'est une forme de psychothérapie, mais qui utilise la création artistique pour exprimer ses sentiments. Donc, c'est-à-dire qu'on peut exprimer tout ce qui est présent à l'intérieur de soi. Alors ça demande de l'imagination et puis ça réveille les émotions. Donc ça peut contribuer à des guérisons aussi bien physiques, émotives que spirituelles. Et du coup, ça me fait penser un peu à la musicothérapie. D'ailleurs, tu nous en avais parlé dans une de tes chroniques. Et est-ce que ces expériences sont accessibles à tous? Oui, Élise, l'art-thérapie est accessible à tous. Et puis, ça se pratique aussi bien dans les hôpitaux psychiatriques que dans les centres de rééducation. Et puis, surtout, ça ne requiert pas de talent artistique particulier. C'est vraiment accessible à tous, tout le monde peut le faire. Et nous avons rencontré pour notre part une des enseignantes, Sassia. Elle œuvrait du côté de Boulari au centre culturel avec des personnes handicapées. Et donc, tu vois, tout le monde peut le faire. Et depuis quand justement se pratiquent ces expériences en Nouvelle-Calédonie? Alors ici au pays, Sassia, la dame que nous avons rencontrée, elle le fait déjà depuis quelques années quand même. Et puis il y a aussi une autre dame qui le fait du côté de l'hôpital de Magenta au service de pédiatrie. Donc elle va là-bas rencontrer les jeunes patients et elle fait avec eux des ateliers autour de tout ce qui est de l'art en fait. Bon, c'est bien parce que ça peut aider justement à surmonter un peu notre maladie, notre mal-être, et puis ça permet de nous évader hein, quand on est, enfin pour les personnes qui ont des soucis, qui ont des problèmes. C'est vrai, et puis danser c'est bien, c'est gai, c'est entraînant, donc ça permet de s'évader comme tu dis. Et donc en parlant de danse, si on regardait le reportage de Mara Lourde, c'était du côté du centre culturel de Boulari. Je suis arrivée en 2003 et 2 ans après, j'ai fait des centres aérés. Et au cours de ces centres aérés, j'avais des enfants handicapés. Et sortie de ce centre aéré, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dirigée, essayé de me renseigner un peu plus sur ce qui se passait ici sur le territoire. Quelques temps plus tard, j'ai monté un projet et j'ai réussi à créer cet atelier pour les personnes handicapées sur la commune de Dimbéa. On commence par la respiration, ensuite on travaille les articulations, renfort musculaire, doucement. Donc après, pour avoir une meilleure mobilité au niveau du dos, donc assouplissement, un confort en fait, confort du corps. Très bien, bravo, tu peux relâcher 2 secondes. Très bien, pas tout. On y va. Donc la partie danse commence également sur la chaise, parce que c'est aussi, j'appelle ça danse sur ta chaise, pour ceux qui ne peuvent pas vraiment bien bouger ou qui restent trop longtemps debout. Donc on commence à apprendre les mouvements de bras, les mouvements de poignets, les mouvements assis, donc, et tout le buste travaille. Et ensuite on passe bien sûr à la partie danse mais debout, donc on se lève pour ceux qui ont envie de se lever aussi, parce que ça ce n'est pas obligatoire. Et les personnes qui sont en forme, donc elles se laissent complètement aller par le rythme de la musique. C'est parti. Magic système de rêve. Allez, on y va. Hop. Alors, t'as bien ça, on y va.
intense travail, que ce soit au niveau visuel, écoute, coordination. Et bien sûr, le corps s'exprime, le corps parle. Et il y a un relâchement total du corps et de l'esprit. Ah oui, je me sens mieux quand je danse. Je ne sais pas combien de temps on a dansé avec Sassia. Après, on a fait un spectacle à Boulari. Mais ça passe bien la danse. Tiens. Vas-y, Zaza. Très bien. Wouh. C'est beaucoup de bien pour moi. Ça rapporte beaucoup de choses, ça rapporte. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de sortir un peu, tout ça. Des fois, c'est un peu difficile. Boucher les épaules, comme mal fait, tout ça. Il faut que j'apprenne, il faut que je doucement, sûrement. Je sens, je progresse. À la fin de la séance, je les laisse libres, libres de choisir leur musique, la danse. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils s'expriment tout à fait librement, bien sûr. Je le fais avec eux aussi pour participer. Voilà. Et ça reste dans la joie, la bonne humeur, avec beaucoup de plaisir. Moi, ça me touche de voir l'amélioration parce qu'il fallait beaucoup parler aussi, partager, passer des messages. Et moi, ce qui me ferait en tout cas le plus plaisir, et je travaille dessus, c'est ouvrir des cours pour les valides et non valides, et qu'un jour, ça c'est un rêve, qu'ils puissent danser ensemble. Dès que je mets un pas dans la salle, et dès que je suis avec eux, donc au premier regard, au premier sourire, au premier bonjour, c'est une joie immense que je ressens. Donc c'est un bonheur. Voilà, un bonheur de les voir et d'être parmi eux. Voilà, donc on voit toutes les personnes qui participent, ça se voit qu'elles aiment ça. Et puis l'enseignante, ça doit lui demander beaucoup de temps, tout ça. C'est vrai que c'est pas facile quelquefois pour elle, mais bon, elle a beaucoup de courage, elle a beaucoup de patience, et puis surtout, c'est une passion qu'elle veut faire partager, donc ça devient plus facile. Et puis par la danse, donc elle arrive à aider un peu toutes ces personnes malades à travers leur handicap, donc elle les aide à surmonter leur handicap. Et puis c'est important aussi de les accompagner, parce qu'on voit que même si elles ont du mal quelquefois à la suivre, mais elles s'amusent malgré tout, et puis elles s'évadent, comme tu le disais tout à l'heure. Merci Anna, et puis on va lui souhaiter beaucoup de courage à cette enseignante et à tous les malades également. Bonne continuation, et puis pour ma part, eh bien, à bientôt. Allez, c'est sur ces conseils que se termine cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à une prochaine quotidienne. Tata à tous.